La ville de Baie-Saint-Paul a récemment tenu une soirée d'information destinée à informer ses citoyens des avancées réalisées dans le dossier des inondations de mai 2023. Une présentation effectuée par un consultant scientifique a permis d'expliquer aux personnes présentes les étapes qui mèneront à une meilleure planification urbanistique du quartier Saint-Joseph. Les aides, donc le quartier essentiellement avec l'ouvrage, mais c'est la zone montagne. Ce qu'on voulait ce soir, c'était de donner l'heure juste, de mentionner aux citoyennes et aux citoyens de Baie-Saint-Paul où on est rendu suite aux inondations du 1er mai 2023. On sait que c'est des inondations qui ont touché plusieurs citoyens de Baie-Saint-Paul. Il y a des études qui ont cours présentement. On commence à avoir des rapports préliminaires. Il y a des scénarios également qui commencent à se dessiner. Évidemment, ce ne sont pas des scénarios finaux. Il y aura des consultations, des ateliers de co-création avec les citoyennes et les citoyens au courant des prochains mois, des prochaines années. C'est une longue démarche. Ce soir, ce qu'on voulait venir démontrer aux gens, c'est que c'est pas vrai que la ville de Baie-Saint-Paul ne fait rien. Des fois, on entend, je vais le dire, des mauvaises langues qui disent « Ah, il se passe rien, c'est long ». Effectivement, ce sont de longues démarches. La soirée publique a également permis de faire la distinction entre le rétablissement et la planification à venir des quartiers inondés. On voit que l'étape du rétablissement est quand même complétée pour la plupart des gens. Il demeure encore quelques personnes qui sont dans l'étape du rétablissement, mais on commence effectivement à entrer dans l'étape de la planification collective. Donc, les démarches pour voir qu'est-ce qu'on fait comme municipalité, comme organisation, collectivement, pour que ce qui est arrivé le 1er mai 2023 ne se reproduise en fait à jamais. Des exemples concrets de cas d'inondations passées qui se sont produits au Canada et à l'étranger ont été présentés durant la soirée. Il y a des scénarios ce soir qui ont été démontrés dans d'autres municipalités qui ont vécu des inondations. Et on voit dans certaines municipalités, ça a pris 20 ans. Donc, à Baie-Saint-Paul, on avance relativement bien, mais il y a encore du temps devant nous avant qu'on puisse dire c'est le jour où les pelles mécaniques vont entrer sur la rivière. C'est des cours d'eau également qui a de l'habitat comme des rivières à saumon, des choses comme ça. Il y a des autorisations de l'environnement. Il y aura un bureau d'audience publique en environnement, fort probablement également. Donc, il y a plusieurs démarches encore qui auront cours en 2025, en 2026 et également en 2027. On est toujours dans ces trois phases-là, orientation, développement de projet, réalisation. Face à la présentation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a donné des exemples. Ça nous permet de comprendre qu'on s'inscrit dans un temps long. On souhaite que ce soit moins long que dans les exemples qui ont été donnés. Mais on sent aussi que la ville est vraiment proactive. Il y a des études qui ont été enclenchées, on prend les devants, on sait sur quoi à peu près on peut être questionné dans un bureau d'audience publique en environnement. C'est une étape qui va être à venir, mais on sent qu'on prend de l'avance là où c'est possible d'en prendre. Il va y avoir des séances de consultation, de co-création aussi dans les prochaines années. Sans affirmer que la ville change de ton dans la gestion des dossiers des sinistrés, Michaël Pilote estime que son administration s'engage dans de nouvelles étapes de planification. Je dirais pas que c'est un changement de ton, je dirais qu'on est rendu à cet endroit. Lorsqu'on était au rétablissement, c'était vraiment du chacun pour soi. Les constats de dommages étaient individuels au niveau du ministère de la Sécurité publique. C'était, oui, des critères objectifs. Cependant, il n'y avait pas une personne qui avait la même situation. Pour certains, on avait le droit de démolir alors que le voisin n'avait tout simplement pas le droit. Il devait rénover sa résidence, tout ça. Donc, on est vraiment rendu à une autre étape. On est maintenant à l'étape qu'on doit travailler tous ensemble, qu'on doit regarder collectivement quelles mesures on retiendra pour la suite des choses. Mais je pense qu'il y a un canal de communication qui est ouvert entre la ville et les citoyens. On ne peut qu'en s'en réjouir. Des citoyennes rencontrées après l'événement public considèrent que la relation avec la ville est dorénavant teintée d'ouverture et de sincérité. Je suis contente de l'espace qui nous a été laissé pour qu'on puisse expliquer le comité citoyen d'une part, d'autre part du chemin qui s'est accompli depuis
Les premières rencontres qu'on a eues avec la Ville, on sent vraiment qu'il y a une belle ouverture qui se fait. On est en train de travailler de façon proactive, je trouve, dans des dossiers qui sont peut-être moindres par rapport aux études qui sont en cours, parce qu'on a vu qu'il y avait des grandes études, hein, Émilie, qui sont en cours. Et bien sûr, ils n'ont pas tous les réponses. Ils n'ont pas toutes les réponses, ils ne sont pas là. Mais par contre, ils ont déjà des pistes de départ, ce qui faisait qu'ils pouvaient nous informer sur plusieurs domaines là, qui sont à travailler encore. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'on a appris davantage à collaborer. Après les inondations, je veux dire, on était en choc post-traumatique de part et d'autre. Gilles en a parlé, la Ville aussi, l'appareil municipal était essayé de façon possible. Ils ont été actifs. Nous, de notre côté, ce qu'on a vécu aussi, c'est un choc. Fait qu'on vivait toutes sortes d'émotions, de la colère. Donc là, on est comme plus dans une logique de construction, de co-construction, et je perçois vraiment une réelle intention de collaborer puis de faire les choses ensemble. Afin de sécuriser la ville contre d'éventuelles inondations, l'administration municipale devra aménager divers ouvrages de protection aux abords et dans la rivière du Gouffre. Un bureau d'audience publique sur l'environnement pourrait être tenu dès l'an prochain afin d'évaluer les impacts de ces constructions sur les milieux naturels. Le maire pilote demeure toutefois prudent sur le déroulement du processus. C'est des échéanciers préliminaires. Là. Il n'y a pas de date là, qui soit cannée. Il y a encore des discussions à avoir avec l'environnement. On verra la suite des choses. Il faut tout simplement être réaliste. On sait que ces grandes démarches, ça prend des mois, ça prend des années. Donc, de dire aux gens que le tout se fera, on est quand même à la moitié de l'année 2025. Donc, de dire que le tout se fera d'ici la fin de l'année 2025, je pense que ça serait tout simplement être irréaliste. On veut tout simplement donner leur juste aux citoyennes. Divers ateliers urbanistiques et séances publiques seront organisés au courant des prochains mois afin d'entendre les suggestions des citoyens sur l'avenir de leur quartier. On a un canal de communication avec un comité qui représente certains sinistrés. On va poursuivre encore les démarches de dialogue et toute la population sera évidemment là, invitée à participer à ces démarches puisque lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, oui, les gens qui ont été sinistrés dans leur secteur de prime abord seront consultés puisqu'ils sont concernés par la situation, mais l'aménagement du territoire, ce n'est pas exclusivement eux, hein, c'est tout l'ensemble de Baie-Saint-Paul qui pourra s'exprimer sur l'aménagement du territoire. Les citoyens intéressés peuvent consulter la présentation de la séance publique d'information sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul. Un événement unique en son genre a récemment attiré l'attention dans la région. Un lieu de la Garde côtière du Canada, situé à Cap-aux-Oies, a servi de terrain d'expérimentation pour une opération militaire singulière. Une dizaine de soldats du 5e régiment du génie de combat, basé à Valcartier, s'est rendu sur les lieux afin de procéder à des essais techniques sur un équipement de pointe encore peu connu du grand public. On vient faire un entraînement hors base avec notre section de Ropiou, qui est une section qui permet d'obtenir de l'eau potable, peu importe la source d'eau qu'on a, que ce soit de l'eau salée, de l'eau de lac, de l'eau grise. Donc on est capable de venir filtrer l'eau puis rendre accessible l'eau à n'importe quelle personne qui a besoin. Cap-aux-Oies a été choisi pour tester le système de filtration d'eau par osmose inversée en raison de conditions physiques bien précises. 2 critères spécifiques, le dénivelé, qui est très élevé. Donc, selon nos gabarits, on a différents dénivelés à respecter. Puis, en ce moment, on se trouve dans la limite supérieure. Donc, on voulait venir tester la machine dans cet environnement-là. Deuxième point, c'est l'eau salée. On se retrouve dans une embouchure du Saint-Laurent où on commence à avoir de l'eau salée. Et c'est pas tous les jours qu'on est capable de venir filtrer l'eau salée pour obtenir de l'eau potable. Donc, le but, un peu, c'est de pousser la machine dans ses retranchements ultimes, là, en quelque sorte. Exact. Exact. Le but, c'est vraiment de venir pousser la machine, s'assurer qu'on est capable de répondre à n'importe quel mandat qu'on pourrait avoir en tant que, admettons, sur les unités d'intervention immédiate. Donc, on est capable d'être déployé en 24 heures, peu importe où au Canada,
pour répondre à un besoin quelconque. Le traitement de l'eau passe par plusieurs étapes de filtration avant de devenir une ressource potable. On pompe directement du fleuve Saint-Laurent. On pompe dans la machine de l'Europio qu'on appelle. Après ça, ça passe dans plusieurs membranes d'ultrafiltration puis d'osmose inversée pour finalement sortir dans les bladders, dans les oignons de 11 500 litres. Juste ici en arrière, c'est ici que le procédé d'osmose inversée se produit. Il y a 4 membranes. L'eau passe à un certain chemin, puis à haute pression, tous les contaminants de l'eau restent d'un bord. Puis après ça, ces contaminants-là sont rejetés dans la nature avec le concentré, avec le backwash, le contre-lavage. C'est un nettoyage qui est à la fois physique et chimique? Non, c'est pas chimique, c'est seulement avec l'eau collectée. OK. Faut partir la machine. Puis après ça, c'est juste un pistolet comme une station-service. On pince sa gâchette, puis l'eau sort. On peut remplir des gallons, on peut remplir... On peut se faire un système pour remplir des citernes pour fournir des plus grosses quantités. L'Armée canadienne dispose d'un inventaire de ces machines réparties sur l'ensemble du territoire national. On en a 24 au pays. Ils sont basés à Gagetown, à Valcartier, à Petawawa puis à Edmonton. Dans quel type de conflit ou de zone on peut déployer cette machine-là? On peut déployer n'importe où dans le monde. À Gagetown, il y a le DART qu'on appelle. C'est une équipe hautement déployable. Sinon, un peu plus régional, on peut déployer pour les communautés autochtones dans le nord du Québec, un Yellowknife, n'importe où. Est-ce qu'on peut penser aussi à des zones de guerre ou des zones humanitaires, par exemple, si le Canada envoie de l'aide à l'étranger? Oui, exactement. On peut fournir nos troupes en eau potable sur une durée illimitée, sans avoir à payer pour des bouteilles d'eau. 4 militaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la machine lors de son utilisation. Une fois en service, l'appareil est capable de fournir de l'eau potable à plusieurs milliers de personnes chaque heure. En condition maximum, c'est 5200 litres à l'heure. Environ 8000 personnes par jour qu'on pourrait fournir en eau. Blumetric Environnement, l'entreprise manufacturière qui fabrique les machines de purification, accompagne également l'Armée canadienne dans la formation des militaires. Nous autres, comme fournisseurs des équipements, on fait l'entraînement des opérateurs, puis des techniciens qui font les réparations. Alors, on prend la chance ici de faire d'entraînement des opérateurs. On trouve que l'armée canadienne, ses personnels déménagent beaucoup. Alors, c'est difficile d'apprendre la connaissance d'équipement comme il faut. Alors, on prend la chance ici pour faire l'entraînement pour les opérateurs, puis on l'essaye au moins une fois par année avec l'équipe. Au terme de l'exercice, la machine de purification a démontré sa fiabilité, répondant ainsi aux attentes des militaires. On est très satisfait des tests qu'on a faits. On a présentement 3 bladders avec de l'eau potable. La machine n'a eu aucune difficulté à nous fournir en eau potable, donc on est très satisfait. Notre équipe a très bien performé également. En cas de sinistre ou dans un contexte nécessitant le déploiement du système, les militaires chargés de son opération sont en mesure d'intervenir de façon complètement indépendante. On est 100% autonome.
On s'organise pour être autonome sur différentes périodes. On peut être autonome 24 heures, 48 heures, 72 heures, peu importe le mandat qu'on a. On est capable d'être autonome sur plusieurs semaines également. Donc, pas de restaurant, pas d'hôtel. Parlez-moi un peu, là, quand vous arrivez ici, vous demeurez ici? Tout dépend du site de tâche. Là, c'est un exercice de développement professionnel, s'assurer que la machine répond et que l'équipe est capable de répondre aux besoins. On peut se retrouver à manger des rations, comme n'importe quel bon militaire. On peut dormir sur le camp. On a présentement un véhicule ici où ils dorment à l'intérieur. On peut être sur des camcotes, on peut être sur la terre ferme. Peu importe le besoin, on est capable d'être là puis de répondre au mandat. De plus en plus, l'armée est déployée dans des contextes locaux. On pense aux inondations, aux feux de forêt. Est-ce qu'on pourrait voir ces machines-là dans des contextes de feux de forêt au Canada? À partir du moment où on a un besoin en eau potable, que ce soit pour les militaires ou pour les civils, pour la population locale, on pourrait retrouver cet équipement-là, ces machines-là, pour venir en aide à la population locale ou aux communautés qui sont dans le besoin. Les Forces armées canadiennes pourraient revenir dans Charlevoix au courant de l'été prochain afin de répéter les essais techniques et l'entraînement des équipes militaires. L'ambiance était à la fête à l'aréna municipale de Baie-Saint-Paul au cours de la fin de semaine dernière. Plusieurs centaines de Charlevoisiens d'origine s'y sont donné rendez-vous pour souligner un moment marquant de l'histoire locale, soit les 50 ans de la fondation de la polyvalente Saint-Aubin. Ce soir, là, c'est un des plus gros parties, puis si c'est pas le plus gros de Baie-Saint-Paul, puis en plus, on fête le 50e anniversaire de la polyvalente Saint-Aubin, c'est une activité à ne pas manquer, c'est hallucinant. La soirée a donné lieu à diverses prestations musicales, dont certaines étaient présentées par d'anciens élèves de l'établissement scolaire. Ce soir, on a 3 bands plus des DJ en action. Ça va commencer avec Sam Racine, qui a fait un medley de tous ces groupes qu'il y a eu, parce qu'il y a eu 2-3 groupes dans sa vie. Fait qu'ils ont tous mis ensemble. Les meilleures tunes qu'il a faites, il les a remis ensemble pour ce soir. En deuxième partie, on a Noir Silence, qui reviennent depuis des années. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Puis il y a Carl Robert avec hommage à Bob Bissonnette qui va clore la soirée. Puis d'autres surprises après, parce que c'est pas fini. Après Carl Robert, on remonte ici dans l'aréna, puis on a des DJ puis un after direct ici en haut, ce qu'on est là présentement. Un ancien enseignant d'histoire témoigne du caractère unique de l'événement des retrouvailles. 50 ans d'histoire de présence académique d'écoles secondaires, c'est plus que la moitié d'une présence éducative dans un milieu. C'est important, parce que les écoles rurales et les écoles publiques, là, c'est pas si loin que ça, là. Alors, 50 ans de présence de polyvalente, là, secondaire, c'est le pan d'histoire. C'est là que s'est formée notre jeunesse. Avant ça, on ne formait pas de professionnels tant que ça. Il y en avait, certes, mais c'était l'élite du milieu, le fils, la fille de monsieur, madame, l'élite du milieu. Mais sinon, avec la venue des écoles publiques comme la polyvalente, là, tout le monde accédait aux écoles publiques d'abord et pouvait aller aux études supérieures. Alors moi, je pense que la 50 ans de présence d'écoles comme la polyvalente, c'est un pan d'histoire. M. Tremblay estime que le rôle des enseignants est fondamental dans le développement des parcours de vie des adolescents. Quand on côtoie ces jeunes-là, ils ont 15 ans pour ma part, pour la première année que je les connais. Souvent, je les suis jusqu'en secondaire 5. Ils ont 17 ans. On essaye de les faire cheminer, leur faire comprendre les notions de la vie. D'abord, à 15 ans, les notions fondamentales. Puis en secondaire 5, l'économie, la vie en société, surtout avec le programme que je faisais dans le temps de monde contemporain. Alors là, tu les fais cheminer en essayant de les guider, leur faire faire des choix dans la vie. À travers tes connaissances. Moi, c'est ce que j'ai essayé de véhiculer auprès de mes élèves, à savoir que c'est sûr que j'ai fait beaucoup de voyages. J'essayais de partager certaines expériences de mes voyages. Ça leur plaisait. Ça a ouvert peut-être des portes, des idées à quelqu'un, soit dans le domaine du tourisme ou de n'importe quoi. Mais ouais, moi, c'est ma richesse, c'est ma force d'avoir été un communicateur pour essayer de leur transmettre de mes valeurs, pour les guider vers où ils voudront aller, mais en s'inspirant de ce que j'ai pu leur transmettre.
Entre retrouvailles, souvenirs et célébrations, l'événement a rassemblé des générations d'élèves, d'enseignants et de membres de la communauté. Plusieurs participants provenaient même de l'extérieur. Selon les billets vendus, là, on a été chercher des gens de Québec, on a été chercher même Montréal, que j'ai vu tout à l'heure. Et je pense qu'on a été chercher plusieurs, même en fait, les anciens professeurs, les personnels de soutien, la direction, anciennement les retraités, et même aujourd'hui encore des professeurs à l'action présentement. C'est vraiment une belle opportunité pour tout le monde actuellement qui sont sur le marché du travail, les anciens enseignants, de retrouver, de renouer avec leurs amis, leurs anciens professeurs, de se remettre ça justement dans la tête avec des souvenirs et tout. C'est vraiment formidable. Plusieurs personnes présentes à l'événement ont fait part des motivations qui les ont poussés à participer au rassemblement. On a commencé l'ouverture de la polyvalente Saint-Aubin en 1975. En janvier. Oui. Comment ça se fait que vous avez décidé de venir ici ce soir? Bien, écoute, pour pouvoir retrouver du monde que ça fait des années qu'on n'a pas vu. Bien, c'est parce que dans le fond, c'est que, étant donné qu'on était dans les premières, on voulait voir un peu l'évolution des gens qui étaient là et des professeurs. Fait que par la même occasion, on s'est communiqué et on a décidé d'en faire partie. On a un sentiment d'appartenance. Hein? Voilà. On l'a baptisé, c'était pas l'hiver là. Joyeux Charlevoix qui m'ont contacté un peu l'organisation pour supporter un petit peu. D'ailleurs, je les félicite pour l'organisation, mais un peu de mettre d'émotion, un peu de fébrilité dans Charlevoix-Ouest, parce qu'on sait que tous les villages, les éboulements, Petite-Rivière, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, l'île aux Coudes, ont tous passé par la polyvalente Saint-Aubin. C'est quand même un demi-siècle. Demi-siècle d'éducation, il faut le nommer. On a plein de professeurs qui sont là ce soir, des directeurs et tout ça. Mais ça me touchait un peu de voir les anciens, de partager ça dans la fête. Puis c'est un tournant important pour notre communauté. Et puis d'autant plus qu'on est des vrais loups, on est des gens ancrés dans notre communauté. C'est un partage d'histoire et de patrimoine à travers cette éducation-là qu'on a eue ici. Il n'y en a pas de beaux parties chez nous comme ça. Il faut que je vienne ici pour avoir des beaux parties. J'ai aimé beaucoup voir, c'est M. Bill Kawina, mon professeur d'anglais de secondaire 1, qui venait tout juste d'arriver de son pays natal pour venir nous enseigner. Il parlait même pas français. Alors ça, c'était magique. Le comité organisateur se dit bien heureux de la réception du public face à l'événement. C'est ça le but, de faire un événement de masse pour la fête des 50 ans. Il n'y avait pas vraiment rien de masse, donc, parce que c'est ça le principe. 50 ans, ça veut dire 5000 anciens étudiants, donc il fallait qu'on trouve quelque chose pour attirer le plus de monde. Il ne faut pas oublier que les 5 années de secondaire, c'était une époque importante de nos vies. Fait que peu importe si on était bon ou pas bon, qu'on soit devenu mécanicien, docteur, médecin, il n'y a pas d'importance. C'est 5 années obligatoires qu'il faut y aller. Ces 5 années-là, on les souligne. C'est ici ce soir, en grande pompe. Ça va être, comme Fred l'a dit au début, le plus gros party de l'histoire depuis que Jacques Cartier a posé dans le fleuve avec ses canons. Au total, ce sont près de 600 personnes qui ont assisté à cette soirée de retrouvailles pour célébrer les 50 ans de la polyvalente Saint-Aubin. Alors que l'été s'installe tranquillement dans Charlevoix, l'organisme de promotion touristique Cratère et Marée a lancé une initiative environnementale au cœur de la municipalité de Saint-Irénée. Dans un geste concret pour la protection du littoral, citoyens et bénévoles ont été invités à participer à un grand nettoyage de la plage emblématique du village côtier. Aujourd'hui, c'est Plage propre, toutes et tous ensemble. En fait, c'est un mouvement international qui a été initié par le Club des plus belles baies du monde. Le mouvement, en fait, il commence au Japon. Il a commencé au Japon, puis en suivant les fuseaux horaires, en fait. Ça se promène de fuseau horaire à l'autre et ça s'en vient jusqu'ici aujourd'hui. Nous, en fait, techniquement, on est candidat, en fait, pour les plus belles baies du monde. On a eu la visite des jurys il y a 2 semaines qui sont venus. Ils sont en train de voir, là, il y a des arguments favorables. En fait, on a toute une grosse fin de semaine avec eux là, pour leur montrer c'est quoi notre écosystème, notre secteur, leur présenter notre baie, tout ça. Donc, ça a l'air d'être très, très favorable. On va avoir une réponse au mois de début juillet, je crois, une réponse là, à savoir si on va pouvoir faire partie du club Select des plus belles baies du monde. Et eux, aujourd'hui, en fait, le 5 juin,
il y avait cet événement-là. Donc, nous, à titre très de vouloir s'impliquer, en fait, dans le mouvement, on a décidé de participer aussi au mouvement des plages propres, tout et tous ensemble. Alors, l'activité spéciale, c'est une deuxième année consécutive qu'on la réalise dans le cadre de la Semaine des océans des Nations Unies. La Semaine des océans des Nations Unies, c'est une semaine de réflexion où les scientifiques se réunissent. Et ça va être cette année à Nice, en France. Donc, il va y avoir le Forum des océans à Nice dans quelques jours. Et donc, dans le cadre de cette semaine, toutes les baies membres de l'Association des plus belles baies du monde, en commençant par le Japon, la Corée du Sud, et en remontant les fuseaux horaires jusqu'au Canada, on est à la fin du cycle. Ça a commencé pour nous à minuit, 1h du matin, 2h. On dormait quand les Japonais et les Sud-Coréens ont fait le ramassage des déchets. Donc on est rendu à 29 baies sur 40 qui nous ont envoyé des images, des vidéos du ramassage qui s'est fait. Les déchets récoltés sont ensuite acheminés à travers le système de gestion des matières résiduelles. Évidemment, il y a des plages qui sont beaucoup plus polluées en termes de déchets que la plage de Saint-Irénée. La plage de Saint-Irénée, finalement, elle est propre. Et donc, le peu de déchets, ils vont être envoyés dans des centres de tri. Donc, il va y avoir un tri sélectif et ils vont être envoyés dans les poubelles de ramassage de déchets, finalement. Sur le plan international, le mouvement citoyen de nettoyage des plus belles baies du monde permet de retirer une quantité impressionnante de déchets des littoraux marins. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an passé, il y a eu 2500 personnes qui ont participé à travers les baies et il y a plus de 30 tonnes de déchets qui ont été ramassés. Donc voilà, c'est une activité qui ne réglera pas le problème de la pollution des océans, mais qui conscientise chacun des membres, c'est-à-dire la population des baies qui sont membres de l'association, pour les enfants, pour les jeunes, pour la transmission aux nouvelles générations de ce que sont ces valeurs de sauver la planète. Monsieur Rousset s'est dit bien heureux de la mobilisation citoyenne pour l'opération de nettoyage. Quarantaine de personnes, j'en ai compté 43 personnellement, donc c'est une belle participation. Un village de 800 habitants, 43 personnes, ça fait un excellent ratio, ça fait 5% de la population qui est venue ici participer, et donc c'est vraiment extraordinaire. La démarche d'adhésion de la baie de Saint-Irénée au club select des plus belles baies du monde a nécessité des efforts soutenus. Le comité touristique Cratère et Marée a notamment reçu un groupe de jury au cours des dernières semaines qui est venu évaluer les attraits associés à la candidature. D'abord, il faut avoir, comme Dominique l'a fait, une programmation solide, bien ancrée, qui reflète bien ce qu'est la vie réelle de la baie de Saint-Irénée. À la fois la beauté, mais en même temps la culture, l'aspect social, la beauté, la chaleur des gens, tout ça contribue à l'analyse d'une candidature. Ils ont fait beaucoup de visites, ils ont visité le domaine Forget, la Fascine, avec Julie Gauthier qui a fait une présentation absolument remarquable. Et pour nous, l'écosystème d'une baie, il va jusqu'à... Ici, on fait partie du cratère, du fameux cratère de Charlevoix, donc les éboulements. Les éboulements est au centre. Mais l'écosystème, il va jusqu'au musée maritime, par exemple. Donc, il a visité aussi le musée maritime, qui est l'histoire de la navigation sur notre partie du Saint-Laurent, y compris Saint-Irénée. Il y a eu des chantiers qui ont construit des goélettes ici à Saint-Irénée. Donc voilà, c'est tout ça, la visite de gens qui viennent faire l'analyse de la candidature d'une baie. Au cours du mois de mai dernier, le comité Cratère et Marée a procédé à une levée de fonds pour assurer la pérennité de ses activités.
Soirée bénéfice Cantar et Marie qui s'est déroulée au mois de mai, le 2 mai en fait, ça a été magnifique. C'est ma deuxième année à moi, ça faisait quelques années que ça se faisait aussi avant. Plus de 200 personnes sur place, on a eu 7 500 $ en bénéfice cette soirée-là, donc c'était vraiment extraordinaire. On avait un DJ, qui a eu une graciosité d'un DJ sur place, c'est moi qui ai animé l'encan, pas l'encan, la soirée. On en avait notre encanteuse de Lupin Fruits, Cécile alors, qui est encore là cette année, c'était magnifique. Puis moi j'ai animé la soirée, donc on a eu beaucoup de plaisir. C'était festif et le monde a beaucoup apprécié en fait. Puis c'était vivant cette année, encore plus que l'année dernière, je crois. Donc c'était assez le fun. On était contents. La réunion du conseil d'administration du Club des plus belles baies du monde, qui statuera sur la candidature de Saint-Irénée, se tiendra le 7 juillet prochain. Dans le cadre de la 6e édition de la Marche mondiale des femmes, le Centre des femmes de Charlevoix a récemment organisé une soirée d'échange et d'information au Carrefour culturel Paul Médéric. En fait, c'était un atelier d'éducation populaire et féministe sur la Marche mondiale des femmes. Donc, c'est le RGF, là, le regroupement des groupes de femmes qui est descendu du Québec dans Charlevoix. Cet après-midi, ils sont allés dans l'Est, puis aujourd'hui, ce soir, ils étaient ici chez nous à Baie-Saint-Paul. Puis le but, c'est d'expliquer un peu c'est quoi la Marche mondiale des femmes, d'où ça vient, parce qu'il y a quand même des racines québécoises. C'est un groupe de femmes québécoises qui ont parti à la Marche mondiale des femmes, donc c'est quand même le fun à souligner. Depuis donc 1995, aux 5 ans, il y a eu une marche mondiale des femmes. Partout dans le monde, des femmes marchent ensemble avec des revendications similaires. Et en octobre, en 2025, bien, on va sortir encore. Là, on va aller à Québec pour marcher. Donc, elles sont venues ici pour expliquer un peu c'est quoi, pour voir un peu avec la population de Charlevoix, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez passer comme message au gouvernement. Puis, aussi, c'est aussi une façon pour mobiliser du monde, pour vraiment venir participer à la marche. La Marche mondiale des femmes est née d'une volonté bien précise d'amélioration de la qualité de vie des femmes à travers la planète. La toute première marche, c'était la marche du pain et des roses qui a eu lieu au Québec. Donc, c'était pas mondial encore. Et c'était surtout contre la pauvreté, donc pour dénoncer, pour diminuer la pauvreté chez les femmes. Des femmes immigrantes ont gagné la reconnaissance d'être du monde comme nous autres, avec nous autres. Les femmes assistées sociales ne seront plus marginalisées. Il y avait des figures connues, encore aujourd'hui, qu'on se rappelle bien, à l'époque, qui ont progressé au Québec. Ben oui, absolument. Puis en fait, c'est la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, qui l'a organisé. Puis c'était Françoise David qui était la coordonnatrice de l'organisation. Donc c'est elle qui a lancé tout ça avec toutes ses collègues, bien sûr. Diverses thématiques qui affectent les conditions de vie des femmes ont été discutées lors de cette soirée de partage. Les violences dont elles sont victimes étaient au cœur des échanges. Souvent, on parle de la violence, mais en fait, on a commencé à dire les violences parce qu'il y a toutes sortes de formes de violence. Quand on parle des violences faites aux femmes, on pense aussi plus facilement à la violence conjugale, mais ça, c'est juste une sorte de violence. Il y a aussi le sexisme, la discrimination envers les femmes parce qu'on est une femme. Il y a de la violence faite via Internet, la cyber-intimidation. Donc, il y a différentes sortes de violences. Puis, si on va plus large, on peut vraiment aussi inclure là-dedans l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui est aussi quand même une forme de violence parce qu'il y a une discrimination là, qui est inégale. Qui ont des stages rémunérés, non rémunérés, justement, contrairement à d'autres stages à la construction qui sont très bien rémunérés. L'activité d'éducation populaire visait non seulement à offrir un cadre propice à la tenue d'une conférence, mais également à servir de tribune pour entendre les préoccupations des premières personnes concernées.
Si on veut changer le monde, la société, bien, il faut savoir c'est quoi qui est important pour les gens. On ne peut pas juste décider parce qu'on pense que c'est une bonne idée, là. Donc, c'est très important. Puis, dans l'approche féministe des centres des femmes, tous les groupes de femmes, c'est toujours quelque chose qui est vraiment super important d'aller voir avec les femmes qu'est-ce que vous trouvez important, c'est quoi qui vous chicote, c'est quoi qui vous dérange, c'est quoi qui vous allume, qu'est-ce que vous aimez, puis d'essayer de travailler avec ça pour passer un message aux instances. Au cours de l'automne à venir, la Marche mondiale des femmes aura pour but de faire entendre leurs revendications, aussi nombreuses que variées, qui proviennent d'une multitude de pays autour du globe. Les réalités ne sont pas pareilles partout. Évidemment, des pays qui sont en guerre ont d'autres priorités qu'ici au Québec, bien sûr. Mais pour nous, en fait, il y a 3 thèmes principaux. En fait, on veut améliorer la situation économique des femmes. On veut diminuer ou éradiquer les violences faites aux femmes. Et on veut aussi faire en sorte que les femmes et leurs familles vivent dans un environnement qui est sain et sécuritaire. Donc ça, c'est un volet qui est plus focusé sur l'écologie, les changements climatiques. Le Centre des femmes de Charlevoix poursuit ses sorties publiques mensuelles pour rendre visibles les violences faites aux femmes. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer la société. Pas une de plus. Chaque dernier jeudi du mois, on espère de ne pas sortir, mais jusqu'à date, on sort. Puis tu vois, la dernière fois, on est sorti parce qu'il y a 5 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Il y en a déjà eu une autre, donc c'est sûr que fin juin, on va sortir aussi pour rendre ce meurtre visible. La question qu'on se pose au total, c'est assez simple. Hein? C'est la question qu'on a toutes dans le cœur, dans les tripes, surtout les filles qui ont marché. Est-ce que ça valait la peine? Moi, ma réponse à moi, c'est oui! L'Action québécoise de clôture de la Marche mondiale des femmes se déroulera le 18 octobre prochain dans la ville de Québec. Pour obtenir davantage d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet et les réseaux sociaux du Centre des femmes de Charlevoix.